Bienvenue dans ce nouvel épisode de Horaz, votre émission hebdomadaire féministe sur M24. Ce soir, nous allons parler des enfants abandonnés et des violences commises à leur égard. Violences physiques, violences morales, violences psychologiques, mais aussi violences économiques. Selon les chiffres d'une ONG, environ 3000 enfants naissent en dehors du cadre du mariage par an, ce qui contribue à l'augmentation constante du taux d'abandon. Il y aurait également une hausse indéniable du nombre de mères célibataires qui décident souvent d'abandonner leurs enfants. Résultat des courses, quelques 70 enfants sont délaissés par jour. Quelles sont les raisons de ce triste constat? Quel est l'état des lieux? Pourquoi les lois marocaines et le code de la famille ne sont pas alignés sur la réalité et le vécu des mères marocaines? Comment protéger les enfants? Je reçois pour en parler Karima Mkika, présidente de l'association Al-Karam pour la protection de l'enfance et membre du bureau du Conseil économique, social et environnemental. Karima Mkika, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horaz. Merci à vous et le plaisir est partagé. Ça me fait plaisir d'être parmi vous pour Horaz. En tout cas, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de votre parcours. Je sais que vous êtes originaire de Marrakech, vous avez fait Subdeco Marrakech, puis ensuite vous avez décidé de faire du droit à Rabat. Et vous avez décidé un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était plutôt... Il y a une 25 années, 1997, vous avez décidé de lancer la fondation, l'association Karam. Donc racontez-moi un petit peu comment les choses se sont imbriquées. Alors en fait, j'ai un parcours atypique. En fait, j'ai commencé par Subdeco. Après, c'est les études de droit qui m'intéressaient. Donc, je débarque à Rabat, c'est super, les lois et tout. Et un jour, je me marie et on déménage à Meknès et après à Safi. Et là, un jour, à 26 ans, j'ai décidé de monter une association. Tout le monde me disait, tu es dans une ville, tu viens d'arriver, tu connais personne et tu veux monter une ONG. Pourquoi pas? J'étais pas seule, c'est ça Mais pourquoi une association? C'est-à-dire, vous avez envie de contribuer à améliorer la vie de personnes ou... C'est un rêve d'enfant. C'est comme quand on rêve de créer une entreprise, de gagner de l'argent. Moi, mon rêve était de mobiliser toutes mes connaissances, tout mon savoir-faire pour améliorer la situation des enfants. D'accord. Parce que j'arrive d'une famille moyenne et puis j'allais chez ma grand-mère dans un quartier populaire à Casablanca et la question des enfants m'a toujours interpellée. Et justement, un jour, on a monté avec des copines à moi l'association Al-Karam. On s'est focalisé sur les enfants en situation rue parce qu'à l'époque, il n'y avait rien sur Safi qui s'occupait de ces enfants-là. Dans un premier lieu, on a commencé dans un garage. Donc, on a fait au début de l'assistanat. C'est ça, c'est-à-dire en fait quoi, vous hébergiez ces enfants ou bien... Pas du tout au début, on avait vous n'avez pas de local. On n'avait pas de local, on n'avait ni les moyens, ni l'expertise non plus, parce que ce ne sont pas des cobayes non plus, on peut pas... Et nous avons commencé à accueillir des enfants en journée, surtout on était en face de la gare routière, et les enfants qui arrivaient, surtout les enfants dont les parents exodaient, dans l'exode rural, arrivaient avec... Ils ont été déscolarisés, ils étaient livrés à eux-mêmes, et c'est là qu'a commencé l'expérience d'Al-Karam. Un an après, on a eu un wali, des autorités qui ont cru en nous. Et on a eu notre première maison d'enfants, qui est la maison du Bacha, qui était une très belle maison, destinée à recevoir l'élite du pays et qui, aujourd'hui, accueille des enfants en situation difficile, en hébergement, en formation et d'autres choses. Alors, depuis 97, ça fait 26 ans maintenant, comment la situation a évolué? Alors, je sais que Karam ne s'occupe pas seulement de l'hébergement de ces enfants qui sont en situation de précarité, mais que vous êtes aussi dans la formation et que vous formez, je crois, plus de 400 enfants par an. Exactement. Alors, effectivement, on travaille sur 3 volets. On a le premier volet, qui est la prévention des enfants en difficulté. Et là, on travaille dans les douars, au sein des familles en grande difficulté, pour anticiper et surtout avorter le fait que cet enfant soit en difficulté ou déscolarisé. Après, on travaille aussi sur la protection des droits des enfants, c'est-à-dire protéger des enfants qui sont victimes de maltraitance, que ce soit au sein de leur famille, que ce soit au sein d'institutions ou entre jeunes, parce que la violence, elle est aussi entre les jeunes, au sein de l'école. Il y a aussi, on a un volet qui est la réhabilitation. La réhabilitation, c'est un enfant qui ne croit plus en rien.
C'est l'école de la deuxième chance, non? Oui, et c'est là qu'on a créé, avec plusieurs partenaires quand même, et là, c'est ce que je veux dire, on a eu des partenaires institutionnels et des partenaires privés, on a lancé le premier centre de formation par apprentissage à Safi. Alors, c'est quoi? C'est de la formation technique? C'est des études? Ou bien c'est des métiers qu'on apprend aux enfants? En fait, on a pris des enfants qui ne sont pas admis dans d'autres structures étatiques, comme le FPPT, l'entrée D'accord. nationale et tout, ce que personne n'en veut, et c'est des jeunes qui viennent. C'est les NEET, ceux qui sont ni à l'école, ni en formation, ça. ni à l'emploi. Et ils nous sont nombreux. Bah, oui, malheureusement, parce qu'en fait, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais on accueille aujourd'hui, nous avons plus de demandes que d'offres de places. Tout à fait, oui. Et on a eu de la chance, c'est qu'on a eu au niveau de l'emploi, insertion emploi, des partenaires qui se sont engagés avec nous. Et là, je salue tous ces partenaires qui se reconnaîtront, qui prennent ces jeunes en emploi et en stage. Oui, ben, c'est bien, c'est de la solidarité transversale en fait. Voilà, on essaye, on est un petit maillon de la chaîne, voilà. Alors vous recueillez ces enfants, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce phénomène des enfants abandonnés, parce que je suppose que vous avez des enfants en situation de rue qui sont livrés à eux-mêmes, mais il y a aussi beaucoup de bébés qui sont, j'ai parlé d'un chiffre qui est quand même assez important, 70 bébés seraient abandonnés par jour, selon les chiffres d'une ONG. Donc, pour vous, quelles sont les raisons de ces abandons et que faire pour lutter contre ce phénomène? Alors l'abandon est la pire forme de violence que vit un enfant. Parce que il le vit très mal, parce que comme dit Dolto, tout se joue avant 6 ans. Et l'enfant n'oublie pas le fait d'être livré à lui-même à cet âge-là. Donc les causes, elles sont multiples. D'abord, l'échec scolaire, l'analphabétisme des mamans, l'autonomisation des femmes. Tant que la femme n'a pas un emploi décent, tant que le logement des femmes, elles n'ont pas de logement décent. Et il y a plusieurs facteurs. Et donc c'est ça qui conduit à laisser tomber un enfant? Il y a aussi le poids de la société, aussi des traditions. Vous avez suivi avec nous ces derniers temps la petite fille qui a été violée et tout. Mais le poids, elle n'a pas pu en parler à ses parents, de peur d'être violentée par le père et de peur d'être jugée par la société. Et en général, c'est des filles qui ne choisissent pas, qui tombent enceintes ou suite à un viol, ou suite à une relation même consentante et tout, mais qui se retrouvent enceintes, livrées à elles-mêmes. Et la choua, comme on dit, il y a encore tout ce poids. Et moi, personnellement, je préfère qu'on travaille en amont. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une éducation, même sexuelle de ces filles, de ces garçons aussi. Il faut respecter un enfant, il faut le respecter. Un enfant, il doit rester enfant jusqu'à sa majorité. Alors certains disent que les causes aussi de ces filles qui tombent enceintes, c'est le manque d'affection. Et en fait, le premier garçon venu peut, en lui disant 2 ou 3 mots d'amour ou de tendresse, elle y croit. Elle croit en sa parole, parce que certains promettent aussi le mariage et disparaissent, on le sait. C'est pour ça que, comme disait l'Irhamha Aïcha Chna, une minute de bonheur, c'est toute une vie de gâché. Absolument. Il faut l'Irhamha en ce jour. Ouais. Et vraiment, c'est pour ça que je dis, il faut sensibiliser, il faut éduquer nos enfants. Il faut leur faire comprendre qu'un enfant, ça se décide à 2. Un enfant, ça se décide dans un cadre officiel, dans un cadre, quand je dis officiel, pas que le mariage, mais dans un cadre où on peut prendre en charge. Si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous prendre en charge, comment on va enfanter un enfant? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pensez que les lois, justement, actuelles, le Code de la famille, est en phase avec cette réalité que l'on voit? Et qu'est-ce qu'on devrait changer sur le plan juridique pour une meilleure protection des enfants? D'abord, pour une meilleure protection des enfants, il faut appliquer d'abord déjà les lois existantes. La scolarisation est obligatoire. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il faut l'appliquer. Quitte avec tous les moyens, les sanctions, tout ce que vous voulez, mais que la scolarisation soit obligatoire. Il faut sanctionner les violeurs. La peine maximale qu'il faut donner. Il n'y a pas de... Et puis les tests ADN aussi. Et puis les tests d'ADN, il ne faut pas que ce soit compliqué. Il faut aller même dans une pharmacie, pouvoir payer ce test d'ADN et prouver. Sinon, c'est tout un périple de combattants pour prouver cette paternité. Il faut aussi autonomiser les femmes. En autonomisant les femmes,
on aura moins de filles qui tomberaient enceintes comme ça. Oui, mais comme vous avez si bien dit, les hommes aussi devraient être éduqués. Et puis surtout, au niveau du jugement, parce que les lois sont bien faites. Hein, il y a des peines suffisamment dissuasives pour éviter ce genre de choses. Malheureusement, les juges n'appliquent pas les lois de façon correcte. Pour eux, c'est comme si c'était un acte qui n'était pas traumatisant. Ils reproduisent finalement cette culture du viol qui est encore très prégnante dans notre société. En fait, quand j'étais encore à l'université, on avait un prof qui nous parlait. Le problème dans tous les pays, pas qu'au Maroc, n'est pas les lois. Les lois existent partout et puis elles se ressemblent un peu. Malheureusement, c'est l'interprétation des lois et c'est comment une loi, un jugement rendu à Agadir n'est pas le même rendu à Tiflet. C'est pour ça qu'il faut former, il faut un renforcement des capacités de tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, la police, la gendarmerie, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs fois à des séances de formation sur les droits des enfants, la police aussi, la justice. Maintenant, il faut capitaliser. Les juges qui ont reçu cette formation, il faut donner le flambeau transmettre à d'autres qui ont suivi cette formation. Et je suis sûre que les juges qui ont reçu la formation sur les droits des enfants ne pourraient jamais juger 2 ans, ça c'est impossible, parce que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est en jeu, et c'est la pire forme de violence que subit un enfant. Mais surtout qu'un enfant n'est pas en mesure de donner son consentement. On sait qu'aujourd'hui, un enfant, le viol, c'est l'absence de consentement. Ça, on est clair. Un enfant qui a 11-12 ans, comme c'est le cas de cette pauvre petite fille qui a accouché en plus d'un bébé, ne pouvait pas être consentante. Donc moi, je ne comprends pas comment un juge, qui est peut-être lui-même père ou frère, comment il peut se contenter d'appliquer une peine de 2 ans. Enfin, ça ne veut rien dire. Même un voleur peut avoir plus, hein, dans certains cas. C'est pour ça qu'il y a eu la société civile qui s'est indignée par rapport à cette question. Et là, on espère que justice soit rendue au niveau de l'appel. Oui, on l'espère en tout cas, et on espère que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Alors, passons maintenant à votre deuxième casquette, parce que vous êtes une femme multicasquette, Karima. Je sais. Alors, vous êtes également membre du bureau du Conseil économique, social et environnemental depuis, en fait, sa création, depuis 2011. Donc, quelles sont vos missions au sein du CESE et quelles sont vos réalisations depuis ? Vous êtes aujourd'hui vice-rapporteur à la Commission des affaires économiques et stratégiques, mais vous avez été aussi rapporteur de l'avis sur le travail domestique, et en particulier le travail des petites filles dans les domiciles. Mais parlez-moi déjà de vos actions, de votre mission en fait. Est-ce que vous êtes un membre élu, un membre nommé, un membre embauché? Comment ça se passe? Alors, même si je ne suis pas là, je ne représente pas le CESE. Là, je suis en tant que Karima Mkika. Voilà, j'essaie d'insister sur ça. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est moi qui pose les questions. De toutes les façons, vous pouvez répondre. Alors, en fait, on n'a pas été élu. J'ai été désignée par la 2e chambre pour représenter la société civile au sein du CESE. À l'époque, ce n'était pas le CESE, c'était le CES, Conseil économique et social. Oui, il y a eu environnemental en plus. Environnemental après. Notre mission, c'est de faire en fait, toutes les lois cadres doivent passer par le Conseil économique, social et environnemental, et aussi de faire des avis, que ce soit des saisines que nous recevons ou de la primature, ou de la première chambre, ou de la 2e chambre. Nous avons eu des saisines royales aussi, qui étaient magnifiques aussi sur la richesse globale du Maroc, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui l'a porté. On a eu les nouveaux modèles de développement des régions du Sud. Et on a eu plusieurs, quand même, saisines dont aujourd'hui, on aimerait bien qu'au moins la moitié de nos recommandations soient appliquées. D'accord. Et vous, Karima, vous intervenez à quel niveau, justement? Moi, je suis membre du bureau. Non, en fait, je suis membre du bureau. Je représente la catégorie sociale et l'économie sociale et solidaire au sein du CESE. Donc, en fait, tous les sujets arrivent chez nous au bureau. C'est-à-dire, on a 7 commissions. La commission des affaires économiques et projets stratégiques, commission culture, commission emploi, dont je suis aussi membre et dont je suis aussi fière d'être... Parce qu'il y a des sujets qui m'interpellent beaucoup. On a la commission de l'analyse de la conjoncture et des projets stratégiques. On a la commission de la régionalisation et on a la commission de l'environnement. Alors, au sein de toutes ces commissions, tous les ans, on choisit au sein du bureau, après vie à l'Assemblée générale, des sujets
qui vont être adoptés, donc, ou que ce soit en autosaisine, et selon de la pertinence, et des fois même, on va même au vote par rapport au Shariko. On associe aussi les... Oui, c'est une plateforme qui est très intéressante parce voilà. qu'elle fait participer aussi les citoyens. Donc on essaie aussi d'associer le plus de citoyens marocains et marocaines. Alors, qu'en est-il justement de ce travail domestique des petites filles aujourd'hui, en 2023? Est-ce qu'il y a toujours ce phénomène qui existe ou pas? Alors, moi qui l'avais vécu il y a 26 ans, où il y avait des petites filles qui travaillaient à l'âge de 6 ans, 7 ans, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une amélioration qui est impressionnante. On ne trouve plus ces petites filles domestiques. C'est-à-dire aujourd'hui, la majorité, c'est pratiquement l'âge légal de travail des enfants. Il y a aussi la loi pour avoir un contrat, c'est-à-dire pour embaucher. C'est la loi 1912, c'est ça? L'article 23 du 1912, oui, non? malheureusement. Non, ça c'est ce qui interdit l'exploitation des petites filles. Ça, la pardon. 1912, c'est pour l'interdiction. Par contre, il y a une loi pour le statut de travailleur domestique qui est sortie, qui a vu le jour. Maintenant, elle peine à être appliquée. Parce que c'est très complexe. En fait, il faut la facilité. C'est les tracasseries administratives qui sont complexes. Parce qu'il faut passer par plusieurs administrations et tout pour aller. Après, quel est le lien, surtout pour les femmes ou les hommes? Parce que quand on parle du travail domestique, il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes aussi. Quel est le genre de contrat qu'on va faire? Surtout si elle travaille 2 heures chez moi, 2 heures chez vous, 3 heures chez l'autre. Donc aujourd'hui, il y a tout un travail à faire pour appliquer cette loi. Il faut des mesures d'accompagnement, il faut rassurer les gens que ce n'est pas pour demain, si on ne s'entend pas bien avec la personne qui travaille, comment gérer le conflit quand ça ne marche pas entre nous. Maintenant, il faut insister pour qu'il y ait un cadre légal en cas d'embauche d'une personne qui aide à domicile. Alors, pour revenir au travail des enfants, est-ce que cette loi justement qui a été mise en place, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'il y a eu des cas de personnes qui ont été soumises à des amendes, des sanctions? D'après notre expérience, moi je vous dis, je suis aussi présidente de l'unité de protection de l'enfance de Marrakech. Oui. Donc toutes les plaintes, on les reçoit. Et je peux vous dire, moi je parle de l'axe Marrakech, c'est quand on reçoit une plainte d'une violence pareille ou travail domestique, les assistants sociaux sortent tout de suite sur le terrain. Il y a un vrai travail, parce qu'il n'y a pas qu'Al-Karam qui travaille, il y a un tissu associatif assez outillé. Et il y a aussi d'autres acteurs qui sont les vrais responsables. C'est l'État qui est responsable de l'application de la loi. Donc nous, notre rôle, c'est d'interpeller. Et je peux vous dire que quand on se mobilise, on a gain de cause. Moi, je reste très optimiste. Oui. Mais mon rêve, c'est qu'il n'y ait 0 enfant au travail. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a justement un numéro vert? Parce que je sais qu'à une certaine époque, il y avait un espèce de numéro qu'on appelait pour... Bon, ça fait un peu délation, mais quand on voit une pauvre fille qui devrait être à l'école et qui travaille dans une maison et en plus exploitée, à qui s'adresser pour dénoncer cette situation? Il y a le numéro vert du ministère il existe de la toujours Justice, de Développement social. Il y a le numéro vert de l'Observatoire national des droits de l'enfant. Normalement, tous ces numéros verts devraient... Le numéro vert de le ministère de la Santé. Vous savez, pendant des années, on a eu un comité national de protection de l'enfance. Et c'était un comité qui regroupait toutes les parties prenantes par rapport à l'enfance. Et chacun avait un rôle. Et on se complétait. Et puis, on se voyait une fois par mois pour évaluer, parce que le grand problème, c'est quoi? On lance beaucoup de choses. On a des stratégies, on a des plans d'action, mais il faut évaluer, il faut s'arrêter un moment. Et puis, quand ça ne marche pas, c'est pas qu'on n'a pas... C'est pas grave. C'est de l'expérience, en fait. Dans tous les pays, vous savez, moi j'ai travaillé sur l'exploitation des jeunes en Europe, dans des pays qui nous ont avancé. On n'a rien à... C'est-à-dire, c'est la même chose. La violence et la précarité existent partout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est il faut aussi la territorialisation. Il faut qu'aujourd'hui... Chaque région, comme on a fait un budget genre, il faudrait un budget enfant. Et un budget enfant, pas que les constructions, les équipements. Aujourd'hui, après 27 ans, on a des équipements qu'on n'a jamais aspirés, mais ça sert à rien. Il faut un capital humain adéquat à prendre en charge ces enfants. Alors, il y en a qui parlent d'un code pour l'enfant.
C'est-à-dire qu'en fait, on a un code de la famille, mais certains plaident pour le code de l'enfant, pour le protéger. Parce qu'on sait aujourd'hui que la précarité, la vulnérabilité économique, la déperdition scolaire est la source des inégalités aujourd'hui qui conduisent à la déscolarisation et aussi au mariage précoce. Comment lutter aujourd'hui contre ce mariage des petites filles? C'est très simple. Ce mariage des petites filles, moi je suis désolée, les dérogations ne devraient plus exister. Donc vous êtes Moi, contre. je suis contre moi, je parle personnellement. Je suis contre les dérogations. Parce que, en fait, sauf exception que deux jeunes de 17, 18 tombent amoureux, une relation pour reconnaître un enfant, mais ça reste l'exception, pas l'exception qui fait la règle. Tout Voilà. à fait. Voilà, c'est surtout ça. Donc, il faudrait interdire totalement le mariage des mineurs. Il faut interdire. Moi, je trouve qu'il faut interdire le mariage. Il faut déjà à 18 ans, on n'est pas assez mûr. Avant 18 ans, c'est pire. D'accord. Et en ce qui concerne donc justement le code de la famille, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il va changer, donc il y a effectivement ce phénomène qui est triste parce que les exceptions aujourd'hui Ouais, font la ouais. règle. Mais l'enfant, l'intérêt de l'enfant, comme je vous parlais tout à l'heure du code de l'enfant, les enfants souffrent aussi du divorce de leurs parents. Il y a les problèmes de garde, il y a les problèmes de tutelle. Quel est votre avis là-dessus? Alors, mon avis là-dessus, il faut que la femme, comme ait le droit de tutelle sur son enfant, comme le papa a le droit de tutelle. Il faut que quand un couple décide de divorcer, il ne faut pas que les enfants soient en otage. Il faut l'intérêt supérieur de l'enfant. Et là, c'est là il faut interpeller tous les juges par rapport à cela. C'est-à-dire, si la femme habitait ou vivait dans une maison, il faut la laisser vivre dans cette maison jusqu'à au moins la majorité de ses enfants, lui assurer le même niveau, mais que peu de gens, quand ils divorcent bien. Quand on divorce, on n'abandonne pas que la mère, on abandonne malheureusement même les enfants. Et là, vraiment, si on veut avoir une jeunesse qui croit en tout, une jeunesse engagée et tout, il faut penser aussi à ces jeunes issus de divorce, de familles divorcées. Oui, et puis alors bien-être psychologique aussi, on l'oublie. Mais c'est surtout le bien-être psychologique auquel, parce qu'on peut tout réparer via la compensation pécuniaire, mais la violence psychologique, Les traumatismes. elle est traumatisme. D'ailleurs, on le vit jusqu'à un âge très, très avancé. Oui. Et en ce qui concerne le remariage de la mère, quel est votre avis là-dessus? Moi, je Parce suis... qu'aujourd'hui, elle doit faire un choix entre sa maternité et sa vie de femme, en fait. Moi, je suis contre. Parce que pourquoi le père ne perd pas la garde quand il se remarie? Je suis désolée, elle a le droit de refaire sa vie. Et elle n'a pas le droit de se cacher pendant un an pour après dire que... Parce que la loi, elle est comment? Si au bout d'un an, le mari n'apprend pas qu'elle s'est remariée, elle peut garder sa garde parce qu'il peut contester un an, d'un jour. C'est pas tout à fait sûr. D'après certains juristes, oui, d'autres non. Donc je ne sais pas. Mais bon, tout ça, on va dire, c'est pas très transparent. Voilà. Donc nous, on veut des lois qui soient claires et qui soient appliquées. Mais ce que je voulais dire, c'est que vrai, c'est une injustice. Et puis le code doit être juste et égalitaire entre les deux conjoints. Par exemple, il y a des hommes aussi qui vont vous dire, nous, on n'a pas la garde. Et voir un enfant une fois par semaine ou tous les 15 jours, de 10h à 17h, ce n'est pas suffisant. Donc il faut aussi savoir équilibrer. Moi, je dirais, quand il s'agit d'enfants, il faut qu'on se pose sur la même table. Oublions nos querelles, oublions il faut qu'on pense qu'à cet enfant qu'on a tellement désiré, un enfant qu'on a élevé, arrivé à un âge, on doit se poser à table. On peut même faire des gardes alternées. Une semaine chez le papa, une semaine chez la maman. Mais surtout, ne pas déraciner un enfant. Ne pas séparer un enfant de l'un ou l'autre. En fait, un enfant a besoin de vivre avec ses deux parents. Et quand ça ne marche pas, qu'il y ait une solution. Voilà. Tout à fait. Et quels sont les autres articles qui devraient changer selon vous dans le code de la famille? Il y a aujourd'hui, on va dire, deux écoles. Il y en a pour qui il y a des amendements qui doivent être changés, comme ceux qu'on vient d'évoquer, tutelle, garde, mariage des mineurs, évidemment, il y a un consensus. Puis d'autres qui disent qu'il faut changer totalement de paradigme, c'est-à-dire que le code de la famille doit être revu de fond en comble. Quel est votre avis? Alors moi, je suis old school. Je suis entre les deux. D'accord. C'est-à-dire, on ne peut pas changer tout. Il faut y aller doucement avec l'évolution de la société. Mais moi, je trouve là, il faut changer. C'est là où il y a l'intérêt supérieur de l'enfant.
Et la tutelle, par exemple, de la maman, elle peut avoir, quand le papa n'a pas les moyens, elle peut avoir une tutelle financière, mais on ne lui donne pas la tutelle juridique pour prendre des décisions au nom de son enfant. Il y a la nationalité, ça y est, c'est réglé. Il y a aussi l'héritage, pourquoi pas. Ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Mais moi, je ne peux pas... Non, mais là, c'est vous, en tant que personne. Moi, en tant que personne. C'est-à-dire que là, on sait que quand même la famille a beaucoup changé. C'est une réalité. La femme, elle contribue autant que l'homme dans un ménage. C'est très difficile qu'à la fin, elle n'ait pas les mêmes droits que son mari ou que ses frères. Tout à fait. Surtout qu'elle paye les mêmes impôts en général. Exactement. Sinon, on ferait un impôt solidaire pour les femmes. Absolument. Alors, cette émission, Karima, touche à sa fin. Donc, je vous pose la question. Horat signifie femme émancipée, femme libre. Qu'est-ce que signifie pour vous la liberté? Pour moi, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Oui, pour la liberté, mais avec des valeurs. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire. La liberté... Pas la outrance, mais il faut respecter. Il faut avoir la liberté de penser, la liberté de jouir de ses droits, la liberté de faire beaucoup de choses, mais dans le respect de l'autre. Et la responsabilité. Et la responsabilité, voilà. Tout à fait. En tout cas, Karima Mkika, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association El Karam pour la protection de l'enfance et membre du bureau du Conseil économique, social et environnemental. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Madame Jaime. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir une autre fois. Promis, une fois que le code va changer, on revient ici. Voilà, c'est noté. Merci encore. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.